Bonjour à tous les fidèles du Cercle Aristote. Je suis Marc Rameau. Qui suis-je? Je suis un professionnel des nouvelles technologies, des sujets comme l'IA, la data science. Je vous rassure, ce n'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis aussi un industriel, donc je travaille pour une entreprise qui est un des fleurons industriels français dans ces domaines des hautes technologies. Et je suis également de formation économiste. Donc on va parler aujourd'hui du Tao de l'économie, qui est le livre que j'ai publié au mois de février aux éditions de l'Harmattan, que vous pourrez trouver chez votre libraire ou dans n'importe quel site de vente en ligne. En acceptant de parler pour le Cercle Aristote, je vais beaucoup remercier Pierre-Yves Rougeron parce que je suis un petit peu mi-ange, mi-démon, je dirais, pour le Cercle Aristote. Ange parce qu'évidemment je suis souverainiste, patriote, charnellement attaché à la France, à sa culture, à son histoire. Économiquement, je suis aussi un libéral, donc ça c'est pour la partie démon. Je sais que, évidemment, vous êtes ouvert sur le sujet, vous avez reçu des personnes comme Charles Gave qui ont un petit peu cette même combinaison, qui n'est pas finalement si rare, qu'on peut rencontrer assez souvent. Alors, pourquoi? Vous allez me dire, oui, le libéralisme, dans les cercles souverainistes, souvent, c'est vraiment perçu comme quelque chose d'abominable. Bon, c'est le responsable de la mondialisation, c'est le responsable d'une paupérisation et d'un nivellement par le bas de l'ensemble de la population, de la destruction des classes moyennes. C'est le responsable aussi un petit peu de la destruction de la mémoire des peuples, uniquement pour des intérêts financiers ou économiques. Bref, généralement, le libéralisme et l'économie de marché sont très très mal perçus dans nos cercles souverainistes. Eh bien, en fait, le libéralisme ou l'économie de marché, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça quand c'est mal employé. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est du bon usage de l'économie de marché. Ça peut être aussi autre chose. Et pourquoi est-ce que j'ai tenu à m'exprimer sur ce sujet? C'est que je veux que le souverainisme gagne. Et je ne voudrais pas que le souverainisme s'enfonce dans des lubies, des chimères, un petit peu à la Maduro. Vous avez souvent dans les cercles souverainistes des croyances se disant bon ben finalement c'est formidable, une fois qu'on aura repris notre souveraineté, on fera fonctionner la planche à billets autant qu'on veut, on fermera les frontières exactement comme on veut, imposera des tarifs douaniers. Ça malheureusement ça va tout de même être très difficile, ça peut mener vraiment à des catastrophes. On verra pourquoi, mais ça va être difficile de se passer totalement de l'économie de marché et de ses règles, ce qui n'est absolument pas évidemment à l'encontre d'une récupération de notre souveraineté, on va le voir. Alors non seulement c'est pas à l'encontre, mais le souverainisme n'a pas à faire simplement un compromis avec l'économie de marché. On va voir en fait qu'ils peuvent fonctionner de pair, c'est-à-dire que le souverainisme peut se révéler beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif que le mondialisme, que l'européisme en économie ouverte. C'est tout l'objet finalement de ce livre. Je n'aime pas effectivement qu'on fasse un complexe d'infériorité dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on a tendance à présenter nos adversaires, les progressistes, les européistes, en disant ce sont les gagnants de la mondialisation contre les perdants de la mondialisation. Je ne veux pas leur faire cet honneur. Dire que ce sont les gagnants de la mondialisation, ça supposerait qu'ils aient des capacités. En fait, ils n'en ont pas. Ce sont pour la plupart des imposteurs, ce ne sont ni de vrais économistes, ni de vrais hommes d'entreprise. La plupart des gens qui soutiennent des thèses progressistes, européistes, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le monde réel de l'entreprise. Donc l'opposition que je veux donner, ce n'est pas une opposition forcément classique, c'est celle des capitaines d'industrie, c'est celle des véritables industriels, des véritables économistes, à l'encontre d'une vision très superficielle finalement de ce que peut être l'économie. Alors, titre énigmatique, le Tao de l'économie. Pourquoi le Tao? Pourquoi être allé chercher cette bizarrerie de la philosophie chinoise? Le Tao, c'est Lao Tzu, et dans l'Antiquité chinoise, 5e ou 6e siècle avant JC. Pourquoi être allé chercher ça? Surtout pour quelqu'un qui est patriote. Bien en fait, parce que nos amis chinois ont développé avec cette approche quelque chose qui évite le simplisme. Bon, je vous rassure, dans ce livre, il n'est pas du tout question d'ésotérisme, de choses comme ça. Si je fais cette référence, c'est uniquement parce que le Tao, c'est quoi? C'est Yin et Yang, pour ceux qui finalement ne connaîtraient pas trop le principe. C'est quelque chose qui s'appuie sur deux principes. Premier, c'est quand vous faites quelque chose, la plupart du temps, si vous le faites mal, vous obtenez exactement l'inverse de ce que vous vouliez.
Ça, c'est quelque chose que vous vivez finalement très souvent dans la vie courante. Il y a un domaine dans lequel c'est bien connu, c'est la biologie. Le principe de la vaccination, finalement, est sur ce schéma-là, mais on va le voir aussi, l'économie. C'est un des domaines privilégiés où, typiquement, vous vouliez faire quelque chose et vous obtenez exactement l'inverse. Je pense d'ailleurs que c'est la tragédie de l'Union européenne provient beaucoup de cela. Un autre principe, l'autre principe du Tao, ce sont les contraires complémentaires. C'est-à-dire que vous voyez deux choses qui ont l'air d'être le contraire l'un de l'autre, noir ou blanc. Et en fait, c'est tout à fait idiot de les opposer. Vous vous apercevez que oui, ils sont contraires, ils sont opposés, mais en même temps, ils dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils s'épaulent l'un et l'autre, et ils ne peuvent pas vivre quelque part l'un sans l'autre. Féminin ou masculin, intérieur ou extérieur, c'est-à-dire si vous retirez l'un, l'autre meurt, perd son sens. Et en fait, on va le voir, c'est le cas de beaucoup de notions d'économie. Bon, je pense que c'est aussi la grande ligne de clivage avec les progressistes, par exemple, l'identité et l'ouverture. C'est typiquement un contraire complémentaire. C'est complètement idiot de les opposer. C'est complètement idiot de dire qu'il y en a un qui est le bien ou le mal. C'est aussi idiot d'ailleurs de dire que l'identité est le bien et l'ouverture que le mal, que le contraire. C'est dans un dialogue fécond entre les deux qu'on commence à réfléchir. La plupart du temps, aujourd'hui, il y a un appauvrissement de la pensée qui fait que les gens s'arrêtent alors qu'on devrait commencer à réfléchir. Et c'est par ça en deux camps. Alors, rentrons un petit peu dans l'économie. L'économie, c'est tout de même une matière un petit peu complexe dans laquelle toutes les notions sont un peu paradoxales. Les premières notions qu'on connaît en économie, c'est la concurrence, en économie de marché. Tout le monde dit, oui, le libéralisme, c'est la concurrence. Mais la concurrence, c'est quoi? Déjà, par exemple, la concurrence sur la qualité et la concurrence sur les prix sont un peu antinomiques. Si vous commencez à être compétitif sur la qualité, vous allez devoir un peu augmenter vos coûts, et inversement, si vous axez uniquement sur une concurrence sur les prix, ça peut être au détriment de la qualité. Il faut déjà savoir de quelle concurrence on parle. Ensuite, très souvent, on vous dit en économie, la concurrence est toujours bonne, c'est celle qui permet finalement d'arriver au meilleur prix et au meilleur prix pour le consommateur. Alors je vais raconter une petite anecdote qui est au début de ce livre, où je dirigeais un appel d'offres en nouvelles technologies. Et donc je voyais 4 sociétés, et sur ces 4 sociétés, il y en a une qui se démarquait nettement, et qui avait une solution plus intelligente, plus astucieuse, vraiment beaucoup mieux que les autres. Et je disais à mon responsable des achats, c'est formidable, on va pouvoir quand même choisir assez vite parce qu'il y en a un qui se démarque. Il a dit oui, c'est formidable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer l'idée que celui qui a eu la meilleure idée, on va la communiquer aux 3 autres, de façon à ce qu'ils se bouffent le nez finalement sur les prix et de façon à obtenir le meilleur tarif. Il a dit, il ne faut surtout pas faire ça, puisqu'il faut récompenser au contraire la prise d'initiative, l'astuce, finalement le fait qu'on ait trouvé une meilleure solution par rapport aux autres. Et non, mais on est en économie ouverte, donc plus tu mets les gens en concurrence, mieux c'est, et plus tu obtiens le meilleur prix. Et si tu fais ça, de toute façon, au prochain appel d'offres, tu n'auras plus aucune réponse. Ça va encourager finalement, non pas à avoir de bonnes idées, mais à être un copieur, et finalement à ne faire une concurrence que sur les tarifs. Ça paraît paradoxal, ça paraît caricatural, mais je vous assure que c'est arrivé dans la vie réelle. J'ai fini par convaincre mon directeur des achats qu'il fallait surtout pas faire ça, et finalement c'est celui qui a eu la meilleure idée qui l'a emporté. Mais vous voyez déjà que la concurrence n'est pas le seul mécanisme, il y en a un autre qui est le principe de différenciation. Finalement, comment est-ce qu'on se différencie des autres? Et on s'aperçoit qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, être mis en concurrence tout de suite, notamment communiquer ses savoirs et ses savoir-faire et ses connaissances. Ça a été perçu très tôt par un économiste connu qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui est souvent perçu comme le diable. On se dit toujours, Schumpeter, c'est celui qui dit que la destruction créatrice, donc on peut sans problème, pour des raisons économiques, fracasser les hommes. En fait, c'est pas du tout ça. Il a été très très mal compris, il a cherché au contraire à anticiper ce qui allait se passer, anticiper les crises, de façon à préserver un petit peu ce qui pouvait l'être. Et il avait remarqué cet aspect paradoxal de la concurrence. Donc il avait dit, attention, l'entrepreneur, donc celui finalement qui apporte une valeur ajoutée,
Si vous l'obligez à révéler tout de suite, à être ce qu'on appelle en information parfaite, donc à révéler tous ses secrets de fabrication, donc à être en concurrence sur tout, sur les prix, sur la qualité et sur l'information, vous détruisez de la valeur. Il ne touchera jamais finalement le produit de son inventivité, de sa créativité. Donc, quelque part, vous êtes obligé de soustraire pendant un certain temps à la concurrence, en tout cas sur le plan de l'information, le produit de ce que fait l'entrepreneur. C'est ce que Schumpeter appelle une quasi-rente. Quelqu'un a une bonne idée, pendant 6 mois, 1 an, il va toucher finalement l'avantage qu'il aura tiré de ce qu'il a proposé. Ce n'est pas du tout le schéma qu'applique l'Union européenne. L'Union européenne applique un schéma bien connu, malheureusement en économie théorique, qui s'appelle la concurrence pure et parfaite, où on dit que tout le monde doit être au même niveau d'information. Donc on aplanit tout, et on aplanit tout quelque part vers le bas. Si vous faites ça, eh bien finalement vous n'encouragez jamais celui qui a la meilleure idée. Alors ça c'est très important dans notre sujet du souverainisme. Pourquoi ? Eh bien en fait, tout ce que j'explique sur la concurrence, aussi bien connu en économie, et ça a servi à dire il faut ouvrir les frontières. Donc un autre grand économiste qui s'appelle David Ricardo, il a dit, vous voyez, si je prends l'exemple, l'Angleterre et le Portugal, ils ont chacun des points forts. Il y en a un qui est fort sur la production de textiles, l'autre sur la production de vin. Ils ont des taux de productivité supérieurs l'un à l'autre sur chacune de ces activités, et on a tout intérêt, il fait un calcul mathématique qui le montre très bien, à ouvrir complètement les frontières, et on bénéficie finalement de la meilleure production là où elle se fait. Alors tout le monde voit Ricardo, et ça s'appelle la théorie des avantages comparatifs, comme justement une ode à l'ouverture des frontières, à la mondialisation, etc. etc. C'est curieux cette épiplégie, parce que personne n'a remarqué l'autre partie, l'autre moitié de Ricardo. Parce que pour que ça marche, eh bien, il faut évidemment que chacun des deux se différencie, c'est-à-dire qu'il ait un savoir et un savoir-faire propre, donc des techniques de fabrication, un certain sens du service, quelque chose qui, quelque part, le rende plus attractif et quelque chose qu'il aura cultivé pendant de longues années et qui fait que ce sera un petit peu sa marque propre et ce sera son caractère différenciant. Donc justement, quand on arrive à comprendre complètement Ricardo, on s'aperçoit que oui, il faut être plutôt libre-échangiste sur les biens consommables. Si on échange des pommes, des boulons, des choses comme ça, effectivement. Mais ça, c'est très très schématique, c'est très caricatural. Sur les savoirs et les savoir-faire, il faut au contraire les protéger. Et toutes les économies très performantes, États-Unis en tête, Chine de nos jours, ça fait 30 ans maintenant que les Chinois ne font plus que nous copier, ils sont leaders sur un certain nombre de sujets, appliquent ce schéma, et ils l'ont très bien compris. Il n'y a que l'Union européenne qui n'applique pas ce schéma, qui quelque part empêche les entrepreneurs, empêche les capitaines d'industrie de se différencier. Quelques exemples. Vous avez eu la fusion Alstom-Siemens qui a été empêchée par la Commission européenne. Même Bruno Le Maire a fini par s'en émouvoir en disant on est dans le dogmatisme le plus complet. Et puis plus récemment, on le voit bien avec toute la problématique de l'étude Discovery. On a été incapable finalement de mettre en place une coordination européenne. Pour dire que, quelque part, ce clivage entre libre-échange et souverainisme et protectionnisme, pardon, est un faux clivage. C'est une fausse mesure, puisqu'en fait, en économie de marché performante, le modèle, c'est qu'on est libre-échangiste sur les biens et protectionniste sur les services et sur les savoir-faire. Bon, les services, d'ailleurs, c'est un cas intermédiaire intéressant, parce qu'à chaque fois, vous vous dites, est-ce que le service que je donne, c'est un bien, ou est-ce que c'est quelque chose où j'inclus mon savoir-faire, où j'inclus finalement des choses que j'ai cultivées pendant des années et qui me différencient des autres. La grosse erreur, et ça a été l'erreur des travailleurs détachés, de la directive Bolkestein, c'est de dire un service égale un autre. Donc je vais aller chercher un petit peu partout, en Pologne, en Italie, au Portugal, la même chose, sauf que ce n'est pas la même chose. Et sauf qu'effectivement, il y a des savoir-faire propres sur lesquels on se différencie. J'ai eu à me confronter avec ça, puisque ça c'est un petit peu le pendant de ma petite anecdote sur les achats. Auprès de la Commission européenne, il y a eu un dialogue entre constructeurs automobiles et réparateurs. Pendant longtemps, les constructeurs ont un petit peu abusé, parce qu'avec l'électronique embarquée,
il pouvait avoir un marché captif, c'est-à-dire finalement, même pour changer les bougies, vous étiez obligé d'aller chez le constructeur, chez Volkswagen, chez Audi, chez Renault, chez Peugeot, voilà. C'est un petit peu abusif, effectivement. Donc, des réparateurs comme Midas ou Speedy, ou même le petit garage indépendant, avaient de plus en plus de mal à vivre. L'autre extrême, c'est de dire, mais puisque c'est ça, il faut que tout le monde ait accès à la documentation technique, aux procédés de diagnostic et de réparation. Sauf que la réparabilité d'une voiture, par exemple, eh bien, c'est une partie de la valeur ajoutée de l'astuce industrielle du constructeur. Donc, où est le curseur? Où est la place de ce qui est du service standard et qui devrait être effectivement libéralisé, et de ce qu'on considère être sa valeur ajoutée? Donc, c'est pour ça que dans la plupart des services, il faut se poser cette question. En tout cas, la dernière chose à faire, c'est de commencer à ouvrir totalement, comme on le fait en Europe, les marchés de façon à nous mettre, nous, en concurrence interne entre pays européens et se faire tailler des croupières monumentales par tous nos concurrents américains, chinois ou autres. Et surtout, n'avoir aucune politique de protection de nos savoirs et savoir-faire. Les États-Unis sont un des pays les plus protectionnistes au monde concernant les savoirs et les savoir-faire. Tout un chapitre concernant les lois extraterritoriales américaines, ils sont allés très très loin dans le domaine. Voilà, donc finalement, le clivage libre-échange-protectionnisme est un faux clivage, une fausse opposition. Il y a tout un tas d'autres exemples, finalement, des paradoxes de l'économie. Donc c'est pareil, des cas où vous avez voulu absolument réduire les coûts et vous obtenez exactement l'inverse de ce que vous vouliez. Ça vous coûte finalement très cher. Par exemple, la Royal Bank of Scotland avait mené une opération de délocalisation en Inde, et ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'ils ont tout délocalisé, y compris leur savoir propre. La banque est un métier. Il s'en est suivi une catastrophe avec des clients qui finalement n'avaient plus accès à leurs comptes, ne pouvaient plus libérer leur argent, qui se sont trouvés dans des situations épouvantables. Donc la Royal Bank of Scotland a dû indemniser tout ce petit monde, il y a eu des procès, et ils ont perdu au total beaucoup d'argent. Quand on mène une opération de délocalisation, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais il faut éviter de le faire de façon simpliste, c'est-à-dire qu'il faut absolument conserver son cœur de métier, justement le savoir qui nous différencie dans le pays d'origine, dans la firme d'origine, et ensuite vous pouvez sous-traiter un certain nombre de choses. Mais vous ne faites une bonne sous-traitance que si vous savez si vous maîtrisez votre sujet. Donc les bons capitaines d'industrie sont ceux qui connaissent leurs hommes et qui connaissent leurs procédés techniques, qui sont des passionnés finalement de leur métier et non pas uniquement des financiers ou des communicants. L'autre sujet, c'est ce qu'on appelle le cost killing, la réduction de coûts, quand vous avez quelqu'un qui va dire, eh bien voilà, je vais arriver et puis effectivement je vais réduire les coûts de mon entreprise pour le plus grand bien de mes actionnaires. Bon, parfois évidemment il faut réduire les coûts pour être compétitif. C'est pareil, si on le fait de façon stupide, ça finit par vous coûter très cher. Il y a eu des tas de situations où on s'est dit, bah, tiens, je vais mettre une pièce un petit peu bas de gamme, je vais gagner quelques centimes sur la fabrication de mon produit, ou alors finalement je vais mettre un micro moins performant, oui c'est bête mais j'avais un produit haut de gamme et je ne peux plus téléphoner avec, bon, etc. Donc justement le bon industriel c'est celui qui dit attention, si je fais une réduction de coûts, si je n'ai pas de manière symétrique en face une amélioration de mon procédé industriel, ça ne vaut rien. Donc si je réduis les coûts pour réduire les coûts, il va m'arriver une catastrophe. Ça finira par me revenir en boomerang. La mauvaise qualité finit toujours par se payer. Et finalement, les bonnes opérations n'ont jamais été des opérations de cost killing, elles ont toujours été des opérations où il s'agissait plutôt d'optimisation de procédés industriels. Pareil, il faut des personnes qui connaissent les hommes, qui connaissent les métiers, qui s'y intéressent et qui soient proches du terrain. On ne peut fonctionner que comme cela. Donc, il faut, quand on est en économie de marché et même quand on se prétend libéral, se départir totalement du mondialisme, de l'européisme. Il faut se départir aussi de l'économie financière qui est devenue une économie de rente, qui ne fait que encourager des bulles spéculatives. Et il faut se départir de ce qu'on appelle le règne des gestionnaires. Les grands entrepreneurs, les Steve Jobs ou Elon Musk, ils ont fait des opérations qui auraient mené en réanimation cardiaque n'importe quel directeur financier. Donc il faut se méfier effectivement d'une approche purement gestionnaire. On l'a vu récemment avec la crise du Covid.
Qu'est-ce qui a fait que l'hôpital a pu très très mal répondre, alors qu'on a eu un véritable héroïsme des personnels soignants? Eh bien, c'est qu'il croule aujourd'hui sous une bureaucratie, il croule sous des gestionnaires qui vont leur dire comment bien travailler et comment économiser de l'argent. Donc ça c'est très cocasse, mais c'est une situation très courante où vous embauchez une armée de gens qui ne servent finalement pas à grand chose, qui viennent vous expliquer comment bien travailler alors que vous le savez beaucoup mieux qu'eux. Et comment économiser de l'argent. Sauf que ces gens-là vous coûtent très cher. Ils ont généralement des salaires élevés et puis finalement ils ne rentrent pas dans le détail du terrain et du cœur de métier. Et aujourd'hui, dans le personnel hospitalier, eh bien, vous en avez énormément qui finalement n'agit pas uniquement sur la partie médicale. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'hôpital croule, alors qu'effectivement la dépense publique qui est consacrée à l'hôpital est assez considérable comparée à d'autres pays. Donc tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent finalement? Qu'est-ce qu'on en fait? On paye effectivement des gens, et on les paye très cher, à dire comment travailler des gens qui le savent beaucoup mieux qu'eux. Voilà, donc le souverainisme a finalement une formidable carte à jouer, qui est la carte de la différenciation. Quand vous répondez à un appel d'offres, la question que vous posez, c'est pas la concurrence, vous ne faites pas des théories économiques, vous dites qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce qui fait que finalement je vais me différencier des autres? Et justement, l'économie ne fonctionne et l'économie de marché ne fonctionne que quand on a des acteurs qui sont forts sur certains sujets. Ça signifie qu'ils ont défini et ils ont cultivé des filières d'expertise qui leur sont propres, donc des savoir-faire propres. Ces savoir-faire nécessitent du temps, c'est-à-dire qu'il a fallu des années souvent d'une certaine culture, des cultures d'équipe, de gens qui se connaissent bien, et qui ont finalement peaufiné de plus en plus un certain nombre de procédés industriels, procédés de services. Et donc ce sont des choses qui se font localement, qui sont souvent d'ailleurs tirées je dirais, de la richesse intérieure, de la culture ou du génie national de chacun. Les grands entrepreneurs, ce sont des gens qui, quelque part, étaient imprégnés des meilleures parties de leur culture historique et qui l'ont employé finalement pour développer leurs produits. Ça, c'est tout à fait un contraire complémentaire, c'est-à-dire qu'on dit non, si vous vous référez à votre identité nationale, à votre culture historique, c'est en opposition, on va dire, à l'avenir, au progrès ou à ce genre de choses. Non, c'est complètement idiot. Moi-même, je suis responsable dans des domaines de haute technologie, de nouvelles technologies. Je suis à la fois très moderne, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont liées à la data science, au machine learning, mais je puise dans des savoirs qui sont très anciens, qui datent de l'Antiquité, qui datent du Moyen-Âge, parce qu'on se posait déjà des questions très pertinente en matière de logique, et toute cette tradition, toute cette généalogie a abouti aujourd'hui à ce qui fait l'essentiel de l'IA ou du machine learning. On pourrait dire on peut se passer évidemment de toutes ces traditions, de toute cette lignée historique. Non, pas tout à fait. On peut s'en passer, je dirais, à court terme, mais on manque quelque chose et on fait des choses beaucoup moins bien conçues, beaucoup moins performantes, si on ne comprend pas comment elles ont été faites. Faire l'histoire d'une discipline, l'histoire d'un cœur de métier, ça permet généralement de ne pas bâtir sur le court terme. Donc vous pouvez évidemment apprendre comme une technique un procédé industriel. Si vous ne comprenez pas comment ont procédé ceux qui vous ont précédé, généralement vous faites quelque chose qui vous jouera des tours plus tard, qui sera mal maintenable, qui vous posera des problèmes en après-vente. Donc pas de complexe à avoir. Les souverainistes finalement appliquent ce que préconisait Schumpeter, qui est le caractère différenciant de l'entrepreneur, qui est de dire j'ai quelque chose qui m'est propre, quelque part je suis fier de ma différence, je suis fier de ma spécificité, et c'est ça qui me rend fort justement sur le marché. Alors, certains me diront oui mais bon, tout ça c'est bien gentil, mais enfin le monde de l'entreprise, c'est tout de même redoutable. Hein. Vous avez eu des ouvrages comme l'horreur économique. C'est bien gentil de chanter l'entrepreneur, de chanter l'esprit d'entreprise, de dire il y a des gens qui font des choses extraordinaires de ce point de vue-là.
Le monde de l'entreprise, ça peut être aussi des gens qui se savonnent la planche, ça peut être un monde relativement impitoyable. C'est vrai, c'est vrai. Et vous verrez que j'ai une description extrêmement réaliste du monde économique dans ce livre. D'abord, ce n'est pas une description théorique, il y a plein d'anecdotes, plein de cas concrets sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, avec effectivement des jeux de pouvoir, des jeux d'ego. Ça, c'est une grosse erreur souvent des libéraux, c'est qu'ils vendent de manière très laudatrice ce qu'ils défendent. Et il ne faut surtout pas le faire. Je veux dire, la plupart des gens travaillent et ils savent très bien ce qu'est la réalité du monde du travail. Donc, il faut avoir un discours de sincérité dessus. Et dans le Tao de l'économie, je décris très bien justement tous ces jeux de pouvoir. Donc c'est assez abominable. Hein. D'ailleurs, je me réfère beaucoup à Nicolas Machiavel, qui est un des auteurs qui m'a inspiré, avec ce que j'appelle les 3 parcs de l'économie de marché. Donc la stratégie du charognard. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du charognard? C'est les gens qui disent... C'est bien là les gens qui font des projets et qui sont des très bons chefs de projet, qui les mènent à bien. Il y a un truc qui est beaucoup plus astucieux, c'est d'arriver aux 3/4 du projet, d'être à l'extérieur de ça, de les regarder avancer, et puis une fois que le projet est arrivé aux 3/4, on mène une bonne campagne de communication pour le dénigrer. En plus, les gens qui ont des dans le guidon n'ont pas le temps forcément d'aller contrer ça. On le discrédite et on se fait approprier finalement les fruits du projet. Donc vous avez des tas de petits malins qui, quelque part, trouvent que c'est beaucoup plus payant, et c'est beaucoup plus payant dans pas mal d'entreprises, de profiter du travail des autres que de réellement l'accomplir. Deuxième parc, c'est ce que j'appelle le manager client. Donc ça, dans le monde du travail, vous l'avez tous rencontré. C'est celui qui, quand il faut aller un peu monter au créneau pour ses équipes, dit faites-moi un dossier, et puis le dossier il n'est jamais suffisamment complet quelque part, hein, parce qu'il voudrait que c'est jamais lui qui va au feu. Il craint finalement la guerre politique et il ne va pas préserver ses équipes de ça. Et également, c'est le maître souvent du pas de vague. C'est celui qui va dire j'essaie d'être exemplaire à l'extérieur, par contre je vais être impitoyable avec mes propres équipes à l'intérieur, de façon à être toujours le bon élève. Et la 3e parc, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Donc ça, c'est un principe que vous connaissez aussi sans doute. C'est que quand vous êtes chef de département ou directeur, vous aimez bien affirmer votre importance en ayant des équipes de plus en plus grosses. Et à force, vous pouvez avoir des gens, si vous n'arrêtez pas, si vous ne barrez pas ça, qui se disent débordés parce qu'ils ont des équipes de plus en plus grosses, mais quand vous avez des équipes de plus en plus grosses, effectivement vous avez de plus en plus de travail parce que vous devez communiquer avec vos collègues, donc c'est exponentiel, hein, ça n'a pas de fin. Alors ça malheureusement ça se rencontre plus souvent dans le service public que dans l'entreprise privée, ça existe aussi en entreprise privée, et vous pouvez avoir des gens, c'est ce qui décrit l'inflation bureaucratique, qui disent mais on est débordé. Oui, vous êtes débordé parce que finalement pour lever le petit doigt et pour prendre une petite décision, il faut 47 réunions avec 300 collègues. Et c'est dû au fait qu'effectivement, plus vous grossissez les effectifs, à un moment donné, si vous grossissez les effectifs, vous n'êtes plus efficace, au contraire, vous dégradez l'efficacité. Ça montre bien que l'économie de marché n'est jamais idéale, et on devrait dire les économies de marché. C'est-à-dire justement, il y a de très nombreuses façons de pratiquer l'économie de marché. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Il y a d'ailleurs plutôt plus de mauvaises que de bonnes. Donc il ne faut pas avoir un discours simpliste là-dessus. Et donc il faut aussi avoir une communication honnête. Et évidemment, le gros piège, c'est de se dire je vais m'affranchir de tout ça. Tout ça, c'est effectivement un petit peu la pourriture ou la décadence qui nous guette. Donc je vais faire une organisation où quelque part je prétends m'affranchir de tout ça. Ça, c'est l'erreur des socialismes. C'est que les socialismes se disent nous, on est purs. Donc on va s'affranchir des jeux d'ego, on va s'affranchir des jeux de pouvoir. Ça, l'histoire le montre, on obtient exactement l'inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que les régimes socialistes, dans leurs dirigeants, ont mené à des jeux de pouvoir beaucoup plus cruels et beaucoup plus impitoyables finalement que dans nos sociétés. Il y a une dernière grande personnalité qui a influencé ce livre, qui a décrit très bien tout ça, qui s'appelle Michel Crozier, qui a dit « mais en fait, c'est inévitable ». Et tout ce que je vous raconte là, c'est pas en fait inhérent au capitalisme ou à l'économie de marché, c'est inhérent à la nature humaine. Il y aura toujours des jeux de pouvoir, des jeux d'ego.
Il y en a aussi des bons, c'est-à-dire vous avez des gens qui jouent des jeux d'influence, qui sont tout à fait positifs, qui trouvent des alliés, qui sont entreprenants, qui font des choses qui permettent d'avancer finalement et se rendre utile à tout le monde. Mais effectivement, vous pouvez pervertir le jeu et vous avez des situations où c'est plus profitable finalement de profiter du travail des autres que de le faire soi-même. C'est plus profitable de ne pas s'avancer, mettre les autres au feu. Donc il y a des tas de situations où effectivement le mode de fonctionnement de l'économie de marché est dans un mauvais mode. Il est clair qu'aujourd'hui on est dans un mauvais mode. Puisque tout ce que je dis là, ça peut vous mener très loin. Aujourd'hui, les stratégies perverties peuvent vous mener très loin, même à la présidence de la République. Michel Crozier avait dit « Attention, il ne faut pas regarder toutes les définitions formelles. Toutes les entreprises, généralement, vous bassinent un petit peu avec leurs chartes, leurs valeurs, leur éthique. » Bon, ça, très très rapidement, ça ne vous renseigne absolument pas sur ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Ce qui vous renseigne, c'est quel type d'homme est valorisé. Finalement, est-ce qu'on valorise plutôt la personne qui va justement prendre des initiatives, prendre des risques, essayer de mener des projets, se rendre utile, mener des équipes, ou est-ce qu'on va valoriser ceux qui utilisent un petit peu la stratégie des 3 parcs? C'est ça qui définit la valeur vraie d'une entreprise. Et très souvent, bon, par rapport aux valeurs qu'elles affichent, la réalité d'une organisation se lit de cette façon. C'est inévitable parce qu'en fait, et Dieu merci, dès qu'une entreprise fait des définitions de poste ou des règles, les gens vont systématiquement essayer de trouver tous les interstices. Heureusement, on n'est pas des rouages, on n'est pas des roues dentées. Donc on va essayer de se glisser dans tout ce que l'organisation n'a pas prévu, parce qu'on aime bien évidemment quand même se mettre en avant, c'est humain. Et ce ne sera pas évitable. Donc l'éthique, ça ne consiste pas finalement à dire je vais me débarrasser des jeux de pouvoir et des jeux d'ego, il y en aura toujours. C'est d'essayer de redonner une légitimité et de mettre un peu de méritocratie dans ces jeux-là. Donc finalement, de se dire, très bien, il y a toujours de ce type de jeu, faisons en sorte que quelque part, ce soit ceux qui méritent quelque chose par rapport à leur véritable réalisation qui en soit récompensée que le contraire. Un argument qu'on entend souvent, c'est de dire oui, mais ça, l'économie de marché va le régler, parce que si une entreprise privée s'amusait trop dans ces jeux, elle serait plus compétitive. Ça, c'est très naïf. Vous avez des organisations qui sont totalement iniques sur le plan moral, mais qui sont très efficaces. Il y a un auteur que je cite beaucoup dans le thème de l'économie, c'est Roberto Saviano, le grand auteur qui a écrit sur la camorra napolitaine et sur la mafia, sur le phénomène de la mafia. En fait, il est indispensable, quand on veut comprendre l'économie de marché, de comprendre comment fonctionne une mafia. Non pas que l'économie de marché soit la mafia, je suis libéral, mais c'est sa tendance, sa pente atavique. Donc elle n'est pas inévitable, mais il faut savoir qu'il faut la combattre en permanence. Et donc le bon usage de l'économie de marché, c'est d'en être conscient et de le combattre. Et surtout, il faut éviter de se dire, puisque c'est ça, je vais faire un système pur. Tous les systèmes qui ont prétendu à la pureté dans ce domaine terminent exactement l'inverse. Qui veut faire l'ange fait la bête. Donc ce n'est pas inhérent au capitalisme, à l'économie de marché, c'est inhérent à la nature humaine. Nicolas Machiavel avait dit, il avait valorisé beaucoup les républiques par rapport aux monarchies, aux principautés. On croit toujours que Machiavel, finalement, a valorisé le prince, puisque son ouvrage le plus connu porte ce titre. En fait, non, Machiavel se portait plutôt sur les républiques. Il avait dit sur les républiques, dans les républiques, il y a plus de vie, plus de haine, plus de désir de vengeance. La mémoire de leur ancienne liberté ne les laisse pas, ni ne peut les laisser se reposer. De telle sorte que la voie la plus sûre est de les anéantir ou d'y habiter. Donc, très curieuse cette citation, tout Machiavel est là. Machiavel n'est pas quelqu'un qui encourage ou trouve très bien finalement les actions machiavéliques. Il ne dit pas non plus qu'il faut les éviter, il dit c'est la nature humaine, c'est l'état de l'art. En revanche, quelque part, l'économie de marché a cet avantage qu'elle met sur la table de façon plus directe, plus franche, ce genre de problème. Ceux qui prétendent les mettre sous le boisseau finissent par les voir revenir en boomerang. Donc, essayez de valoriser dans l'entreprise quelqu'un qui est plutôt autonome, qui a le sens des responsabilités, qui soit une synthèse de l'homme d'action et de l'homme de pensée. Par rapport à ce qu'on a dit, l'entrepreneur est quelqu'un qui a un univers intérieur riche, c'est quelqu'un qui s'appuie justement sur son histoire, l'histoire de son pays, son génie national, pour avoir un certain nombre d'idées.
Et donc il ne faut pas du tout en faire quelqu'un qui est uniquement accaparé par le gain. Si vous regardez l'histoire des grands entrepreneurs, ils se sont mais contrefichus généralement du gain financier. Évidemment, ils étaient contents quand ils étaient couronnés par ce succès. Mais je dirais, et le reste te sera donné par surcroît. Avant tout, un entrepreneur est quelqu'un qui cherche à être indépendant et cherche à faire quelque chose selon sa vision, telle qu'il l'a exactement conçue. Et c'est quelqu'un qui est proche du terrain. Ça, c'est un portrait qui est très très proche finalement du souverainiste. Le souverainiste et l'entrepreneur ont ceci de commun, d'être fiers finalement de ce qui les rend indépendants, fiers de ce qui les différencie, fiers de pouvoir avoir une identité affirmée qui fait qu'ils rencontreront les autres identités de manière sereine, en confiance, avec une certaine sûreté. Il y a des palliatifs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des manières pratiques d'éviter tous les travers qui sont décrits dans l'économie de marché. Donc déjà travailler en petites équipes autonomes. Récemment, j'ai un ami qui est aussi un ami défenseur de l'économie de marché qui m'a dit l'équipe du professeur Raoult, la célèbre équipe de la Timone, quelque part, elle fait ce qu'on appelle du management agile depuis longtemps, bien avant que ce soit inventé. C'est-à-dire des gens qui travaillent sur le même plateau, qui sont presque dans une ambiance familiale. En fait, on s'aperçoit que ce sont des modes de travail beaucoup plus efficaces que les modes très taylorisés dans la grande entreprise, où justement, dans ces cas-là, ils sont très à la merci des jeux de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas non plus du tout, jamais versé dans l'idéalisme, mais généralement, ça donne de bons résultats. Attention aussi au management et à la course au poste, c'est-à-dire il faut toujours surveiller les stratégies, les trois parcs que j'ai décrites. Également, quand vous avez un manager qui cherche absolument à contrôler toute la communication et qui ne laisse jamais ses équipes communiquer directement, signal d'alarme, assez souvent, ça veut dire qu'il faut s'en émouvoir. La réduction de coûts, attention. Une bonne réduction de coûts ne se fait que quand on est un véritable capitaine d'industrie, c'est-à-dire qu'on est passionné par son métier, par son domaine, on connaît ses hommes, on connaît ses processus, et donc faire attention effectivement de toujours l'avoir en regard. Ne pas donner finalement les commandes à des financiers ou à des communicants qui ne savent qu'appliquer les règles de 3 et qui font les choses trop vite. Dernier point, parce que je suis libéral tout de même, il faudra en venir à une réduction de la dépense publique. Alors on va me dire, oula, que dites-vous ? Alors qu'on souffre sans arrêt de la réduction de la dépense publique. Nous sommes en économie néolibérale, regardez ce que ça donnait dans l'hôpital, regardez ce que ça donnait dans la police, regardez ce que ça donnait dans l'éducation nationale. Bon, sauf qu'aujourd'hui, si vous faites une courbe de la dépense publique, actuellement on est à 58% du PIB, enfin même beaucoup plus depuis la crise du Covid, et ça n'arrête pas. Donc paradoxalement, on nous dit qu'on mène une gestion néolibérale et à côté, en fait, on dépense de plus en plus, on met de plus en plus d'argent finalement dans l'État. En fait, un vrai libéral, c'est pas du tout quelqu'un qui est un ennemi de l'État. C'est quelqu'un qui, selon l'expression de Michel Crozier, veut un État court mais fort. Donc un État qui soit fort dans ses prérogatives. Et ceux qui souffrent le plus du gaspillage de la dépense publique, ce sont les fonctionnaires utiles, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font un travail au quotidien. Donc les infirmières, les professeurs, les militaires, les policiers. L'erreur est toujours la même quand on réduit la dépense publique. On touche justement à ceux auxquels il ne faudrait absolument pas toucher et dont on manque, ceux qui sont sur le terrain. Par contre, derrière, vous avez toute une bureaucratie avec effectivement, si vous faites un organigramme par exemple du système de santé, vous avez des centaines d'organismes, de gens, vous vous demandez exactement à quoi ils servent et qui n'arrêtent pas d'emmerder, excusez-moi, passez-moi l'expression, le personnel de terrain. C'est ce qu'on a vécu aujourd'hui et c'est ce que l'hôpital public vit tous les jours. Donc la question n'est surtout pas de toucher aux opérationnels. Si je devais faire une réforme, il n'y aurait pas un seul opérationnel de terrain, pas une seule infirmière, pas un seul professeur, pas un seul policier qui manquerait à l'appel. En revanche, il faut se poser des questions effectivement sur tous ces organismes qui croissent, parce que ce sont dans ces organismes-là qui n'arrêtent pas de contrôler le travail des autres plutôt que de le faire eux-mêmes, que vous trouvez du népotisme, des arrangements entre amis, voilà, des choses finalement dont on ne maîtrise absolument pas l'inflation, qui font qu'aujourd'hui c'est plus tellement l'exécutif qui dirige en France, ce sont plutôt des baronnies finalement, dans ce qu'on appelle le deep state, et auquel on n'a finalement jamais mis un terme. Finalement,
J'en appelle à l'esprit de responsabilité et à l'autonomie, c'est-à-dire le point commun entre l'entrepreneur et le souverainiste. Ce qui nous différencie, mettre en place un protectionnisme dynamique, intelligent, pas un protectionnisme qui finalement nous amènerait à ce que tout le monde déserte la France et ne se tourne plus vers nous, mais comme le font toutes les économies performantes, notamment tous les dragons asiatiques, protéger nos savoirs et nos savoir-faire. Nous en avons de remarquables en France et ils sont issus de toutes nos traditions. Traditions technologiques, traditions mathématiques, traditions de l'ingénierie, qui sont des traditions historiques. Ne nous coupons pas de l'histoire et surtout évitons les oppositions simplistes entre la modernité et l'histoire. Ceux qui sont véritablement performants, ceux qui sont forts dans ces domaines, ce sont des gens qui arrivent à concilier les deux, qui sont très modernes, mais s'appuyant sur une longue tradition. Et combattre l'européisme, combattre finalement les rêveries progressistes, c'est montrer justement que le réalisme et la performance n'est pas de leur côté. C'est les combattre en faisant se lever les capitaines d'industrie. Il y a une passe d'armes mémorable entre Carlos Tavares, remarquable capitaine d'industrie, et la Commission européenne sur le véhicule zéro émission. Et elle est emblématique de quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet et quelqu'un qui n'en a qu'une vue superficielle. Donc il ne faut pas présenter nos adversaires comme des gagnants de la mondialisation, il faut les présenter comme des imposteurs, comme des gens qui ne restent qu'en surface, comme des gens qui ne sont jamais allés sur le terrain, comme des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est de cette façon que, quelque part, nous pourrons promouvoir effectivement une force souverainiste qui montre l'exemple en évitant les discours simplistes, montre qu'elle peut faire mieux que les mondialistes en économie de marché. Quelque part, ce qui avait été fait du temps du général de Gaulle, qui n'était pas un libéral, mais quand il a mis en place les filières industrielles, et ce qu'on a fait ensuite avec la nouvelle France industrielle, ça montre la voie. Il s'agit bien de ça, quelque part sans le savoir, en étant souverainiste et en protégeant nos savoirs et savoir-faire. Il avait très très bien compris, parce que c'est une part de l'art militaire, qu'il c'était beaucoup plus performant en économie de marché que cette espèce de mélasse, effectivement, que l'Europe applique et qui la place en repli et finalement en nivellement par le bas par rapport à toutes les autres économies. Merci à tous les fidèles du Cercle Aristote. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.